l'électricité, mais qui fait que, quel que soit le talent des agents, du directeur général, Kodos en sait quelque chose, les autres qui sont Daouda ou quel que soit son génie, etc., c'est un déficit chronique structurel que personne, fût-il Merlin l'enchanteur, ne peut régler. Le service public a un coût. Et l'idéal serait, dans une loi de finances, claire, nette, parce qu'on considère que c'est un secteur stratégique aussi important que la santé, aussi important que l'hydraulique, aussi important que l'agriculture, aussi important que l'énergie, aussi important que l'éducation. On met dans le budget de l'État des sommes, pas seulement pour la mais également pour le service privé, et je viendrai sur comment il faut le faire par rapport au service privé. Donc, financer, qui rendent compte, qui passe devant le Parlement avec des missions tout à fait... qui ferait par exemple sur la question de la langue nationale, où chacun a des velléités. Aujourd'hui, si le financement était conséquent, une fois que vous avez fait un programme de télévision, le reste s'appelle du voice-over, on peut l'avoir dans toutes les langues possibles et imaginables. Avoir des stations décentralisées qui prennent en charge, comme FR3 le fait en France, des préoccupations dans les localités déterminées. Mais lorsque on vous demande d'assurer la continuité du service public, vous attendez vos trucs, quelquefois pièces de rechange, vous avez les salaires à faire en fin de mois, vous ne savez même pas comment vous en sortir. Mais le jour où vous restez 1 heure sans diffuser, c'est la catastrophe dans le pays. Donc c'est une question fondamentale qu'il faut aujourd'hui régler. Une fois que cette question elle est réglée et qu'on a cette vision globale en se disant voilà c'est ce que l'on veut, voilà ce que l'on veut de ce pays, etc., il faut effectivement qu'on voit comment on organise l'espace de manière harmonisée entre le service public et le service privé, en définissant des règles, des interdits, des non-dits. Vous savez, souvent, moi, sur la question, par exemple, du dispositif anti-concentration, et le groupe Futur Média l'a fait, vous avez fait une publicité, on a montré, je pense, c'est mon jeune frère Boops, à la maison, d'abord la télé, puis après il va dans la radio, dans la voiture, puis c'est le groupe, c'est le journal, où on fait tout. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas possible parce que c'est interdit par la loi. Mais quand on réfléchit, est-ce qu'il nous faut reproduire les schémas et les modes de fonctionnement et les modes de pensée des Occidentaux? Quand vous êtes dans un environnement où pour pouvoir aller mettre son argent dans la presse, il faut être courageux comme Mandiapal. Dans un contexte comme ça, est-ce qu'il ne faut pas laisser effectivement les groupes de presse prospérer et avoir des activités polyvalentes en utilisant leur personnel pour les différents supports? Quand vous allez à France 24 aujourd'hui, France 24, ils font, c'est vrai, de la télévision, mais ils font de la radio sous une certaine forme. Ils le font sur les tablettes iPad, ils le font sur d'autres trucs. Ils éditent pour une utilisation multi-support. Donc, dans un monde de convergence où les choses évoluent, et dans des pays où tout le monde on met plus souvent son argent dans la pierre, dans les immeubles, etc., ou peut-être dans les taxis, que dans la communication, est-ce qu'il faut interdire à quelqu'un de pouvoir investir sur tous ces supports? Donc avant, autant j'avais, d'un point de vue académique, tout moulé dans le moule où j'ai été, épocanier franco-français, etc. Je me suis dit, non, ce n'était pas possible, etc. Autant je suis moins dogmatique et je me dis, il faut peut-être envisager les choses de manière différente, quitte à effectivement assurer, en tout cas, ce qui est important, c'est d'assurer le pluralisme. D'assurer le pluralisme, qu'il y ait plusieurs supports, plusieurs propriétaires, etc. Ces deux choses faites, il faut régler la question de comment déterminer l'assiette pour financer le service public. Donc, je dis pour le cas du Sénégal, consolidons ce qui se fait déjà avec la Sénélec. Mais il y a d'autres pistes avec les télécommunications. À l'époque, nous avions commencé avec l'ancien Premier ministre Madior Boy, nous étions pratiquement en discussion avec la Sonatel et tout. Je crois que sur la téléphonie mobile, et là, par exemple aussi en Europe aussi, il y a eu des levées de boucliers. Sur la téléphonie mobile, il y a des marges de manœuvre. D'abord, en termes d'infrastructure, pour relayer les signaux, l'État, dans les concessions et les conventions que l'État signe avec les opérateurs de télécommunications, peut leur faire obligation de transporter par la fibre optique ou d'autres types de transport les différents signaux de chaînes qui ont des licences et avec lesquelles l'État a peut-être fait des contrats de collaboration ou de partenariat et des facilités, qui soient des facilités technologiques. Parce que si vous prenez l'histoire du transport, quand vous comptez avec les trucs, les émetteurs, tout ce que vous avez, si c'est géré par une société créée avec les télécoms, etc., ça permet effectivement d'alléger les charges de toutes les entreprises, aussi bien publiques que privées. Également, dans le fait de faire des recharges. J'étais dans une société au Cameroun, Spectrum Télévision, qui s'occupait de la vente chez les grossistes des trucs de recharge.
Je sais que ça rapportait entre 80 à 200 millions par jour, selon le nombre de grossistes qui venaient pour acheter et renouveler leur stock. Et donc la société prenait, dans le contrat qu'on avait avec MTN, 5%. Si on compte que dans chaque recharge, vous chargez 5 000 francs, il y a 250 qui vont dans un fonds qui va aller au financement de l'audiovisuel et de la publicité, cela peut être également une piste de financement. Il y a également toutes les mesures fiscales. Lorsqu'une entreprise de presse s'installe, on peut décider en fonction de la nature du support, du lieu d'implantation, du montant des investissements, de faire ce qu'on appelle un tax holiday qui peut aller de 5 à 10 ans, ou un ensemble de taxes moyennant le recrutement de certains personnels, et même ces personnels peuvent être recrutés avec une participation de l'État, avec des contrats d'embauche, où l'État prend 50% du contrat sur une période de 2, 3 ou 4 ans, le temps de permettre effectivement à l'entreprise d'être sur une lampe de renforcement et de commencer ses activités. Il y a également, je pense, pour le financement du service, une fois qu'on a réglé la question du financement du service public, avoir des clauses qui permettent, si aujourd'hui on fait un plafonnement, disons, allons à 65-70% de financement public, 30%, ça veut dire que sur les 14-15 milliards qu'il y a sur le marché de manière globale, il y a 10 milliards à peu près qui vont aller pour tout le reste des supports, y compris les supports privés. Ça permet effectivement qu'il y ait une véritable économie de l'audiovisuel, de la compétitivité, et que les entreprises soient viables sur le court, moyen et long terme. Également, je pense qu'une piste de réflexion peut être, c'est vrai pour la radio, ça peut être vrai pour la télévision, ça n'existe pas beaucoup dans nos pays, c'est avoir une politique audiovisuelle extérieure. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir beaucoup de chaînes sénégalaises, d'avoir beaucoup de chaînes africaines qui font que le paria du village planétaire est devenu pratiquement caduc, mais qui font qu'effectivement, pour le Sénégal, on aurait pu dire, il y a une chaîne qui s'appelle TV Sénégal et Radio Sénégal International, où on demande à chacune des chaînes qui ont une convention avec l'État de fournir 1 heure de programme dans des catégories déterminées, avec un conseil qui se réunit, une entité qui formate, qui met en harmonie tous ces programmes, et en contrepartie de cette heure de programme qu'il donne, qui permet de formater, disons, 6 heures en boucle d'un programme du Sénégal qu'on met, c'est un peu CFI pour l'exemple français, c'est la Deutsche Welle pour l'exemple allemand, c'est ce que les Chinois font, c'est tout ce que les grandes nations qui ont besoin d'aller à l'assaut du monde pour des raisons économiques, politiques, géostratégiques, etc. font, de se dire pourquoi on ne fait pas ce type de chaîne en disant, et également en allant en appui au ministère des Affaires étrangères, en disant effectivement, moyennant cette heure que vous donnez, vous en donnez 365 dans l'année, même à 500 000 francs de l'heure, on est à près de 180 millions à peu près, ça permet de régler certaines questions. C'est également valable pour la presse écrite, avec des pages communes, en les mettant sur un site, un portail des médias du Sénégal, et en veillant effectivement, non seulement avec le système d'abonnement, le système de publicité, également dans le système de publicité, lorsqu'il y a des entreprises qui ont des fonds publics ou financés par l'État, qu'il y ait des dispositions qui permettent que ce fonds puisse aller à plusieurs supports. Par exemple, dire, vous ne pouvez pas mettre plus de 50%, si ce sont des fonds publics d'une société nationale, dans un seul et même organe. Que dans ces 50%, il faut qu'il y ait 25% qui aille à la presse écrite. Donc il y a un ensemble de choses comme ça, de manière concrète, que l'on peut mettre en place, qui permettent de développer une presse, une communication qui soit dynamique, harmonieuse, rayonnante. Mais si on a dans l'idée qu'on se dit, s'ils se développent ces journalistes-là, on ne les contrôle pas. On a besoin de mettre le corset. On veut les orienter dans tel ou tel autre sens. Ils vont faire tel article qui ne nous convient pas, etc. Si on est dans cette logique, pas de développement d'organisation, mais de politique politicienne, effectivement, on n'y arrivera jamais. Je crois que le Sénégal est un très grand pays. C'est un pays qui a les capacités, ressources de se régénérer en permanence, de se développer, même si on n'a pas des ressources extraordinaires comme beaucoup d'autres pays. Mais il faut que les ambitions soient claires, qu'il y ait une volonté politique qui soit extrêmement claire et que l'on fasse effectivement le saut de la modernité, le saut de l'émergence qui passe fondamentalement par des médias qui sont non seulement un secteur transversal, mais un catalyseur, mais également une activité économique en tant que telle. Donc, pour vraiment ne pas trop monopoliser la parole sur ces questions, je crois que ce sont autant de pistes qu'il faut mettre. Mais ne pas oublier également le statut des personnels. Diatou est là parce qu'également, vraiment, il faut le dire de manière... C'est un travail avec les médecins, je crois, et certaines catégories de... C'est un secteur à la fois très exaltant, mais extrêmement ingrat. Que ce soit les jours de fête,
quelles que soient les heures, si vous, à minuit, vous allumez votre radio que ça ne marche pas, c'est la catastrophe. Mais toujours derrière, il y a des hommes, ce n'est pas seulement des machines. Il y a des familles, quelquefois, qui sont disloquées. C'est beaucoup d'abnégation, beaucoup d'heures de travail. Le produit rendu n'est rien par rapport au travail qui se fait après, etc. Donc je pense que dans une logique de valorisation, effectivement, du métier, de professionnalisation, il faut insister sur les questions de formation. La formation, ce n'est pas seulement avoir des diplômes, aller faire des thèses, etc. Mais il y a des formations pratiques, de mise à niveau, d'immersion. Il faut également insister sur la, comment dire, chaque journaliste avoir son ordinateur ou son iPad pour avoir des moyens de locomotion, etc. etc. C'est extrêmement important. Également un système médical de santé et tout. Parce que nous sommes dans des secteurs où certaines maladies, notamment liées à la vue, les gens qui sont dans les bandothèques liées aux poumons, etc. Si les médecines du travail faisaient leur travail correctement dans les entreprises de presse, on se rend compte que c'est un corps qui est extrêmement exposé. Donc de ce point de vue, que les sons qui sont donnés à travers des fonds d'aide, et c'est là où il est important que l'État puisse mettre en place des fonds d'appui à la production, des fonds d'aide, etc. Tout ça qui obéisse à des logiques, avec des critères, avec des organes multiples, où ce n'est pas seulement l'État, mais c'est les professionnels qui sont également dedans, quelquefois même en externalisant. Et là aussi, peut-être une question que j'ai oublié d'évoquer, par rapport au service public, dire que lorsqu'on donne, par exemple, disons, on est parti sur 10 milliards par an à la RTS, je dis sur les 10 milliards, il n'y a pas plus de 50% qui vont dans les frais de fonctionnement et dans les frais de personnel. Que tant de pourcents doit aller dans les contenus. Et dans les contenus, vous dire, vous êtes obligé d'externaliser en donnant des mandats de production et que l'organe de service public ne peut pas produire plus de 50% de ce qu'il diffuse. C'est comme ça également que l'on crée une industrie de la production audiovisuelle qui font qu'il y a de la diversité, qu'il y a de l'originalité et qui font qu'également, quelquefois, une chaîne de télévision ou des groupes privés, futurs des groupes de presse, peuvent soit écrire des sujets pour les gens, soit les tourner, et effectivement qu'il y ait une économie qui soit dynamique, plurielle. Et c'est ça, je crois, tout à fait l'une des ambitions. Encore une fois, félicitations à ce groupe. Je suis sûr que ce n'est pas évident. 10 ans, c'est vraiment un parcours du combattant. Et que l'on puisse fêter les 20 ans, les 50 ans, et que tout le monde soit là. Je vous remercie à tous et je vous dis à chacune et à chacun mon estime et mon affection. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Matar. Nous sommes très contents de cet exposé qui entre de plein pied dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire le financement des médias. Tout à l'heure, je pense qu'il faudra mettre dans la liste des intervenants Cheikh Thiam pour qu'il nous parle plus spécifiquement de la presse écrite